Lorsque j'ai trouvé cette colocation à un prix aussi bas, j'ai cru à une erreur. L'appartement était spacieux, bien situé et mon futur colocataire, Diego, avait l'air sympathique. Il m'a accueilli avec un sourire, me faisant visiter les lieux avec enthousiasme. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'il me parle de la chambre. Juste une chose, Lucas. Cette pièce-là, elle est toujours vide. Personne ne tient longtemps. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi? Diego a hésité une seconde, puis a haussé les épaules. Certains disent qu'ils entendent des bruits la nuit, d'autres parlent de mauvais rêves. Je sais pas trop. Mais personne ne reste plus de quelques semaines. J'ai réprimé un sourire. Des histoires de fantômes? J'avais entendu des rumeurs comme ça toute ma vie. Mauvaise isolation, courant d'air, imagination débordante. Rien qui puisse me faire peur. Ça me va. Je prendrai cette chambre. Diego a eu un petit rictus, comme s'il s'y attendait. Fais comme tu veux, mec. La pièce était ordinaire, sobrement meublée avec un lit, une armoire et un bureau. Rien d'anormal, si ce n'est une étrange sensation de fraîcheur en y entrant. Pas une simple différence de température, non. Plutôt une sorte de vide, une impression dérangeante que je n'arrivais pas à expliquer. J'ai secoué la tête, refusant de me laisser influencer par l'ambiance. Le soir venu, épuisé par le déménagement, je me suis couché sans trop réfléchir. Mais alors que je commençais à sombrer, une sensation étrange m'a traversé. Comme un frisson glacé, remontant lentement le long de ma colonne vertébrale. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité, sans savoir pourquoi. L'appartement était silencieux, tout était normal. Pourtant, une impression persistante me donnait l'impression de ne pas être seul. La première semaine s'est déroulée sans incident majeur. Mais peu à peu, des choses étranges ont commencé à se produire. Tout a commencé par des bruits. De légers chuchotements, comme un souffle distant, qui semblait venir des murs. Au début, j'ai cru que c'était Diego qui parlait au téléphone dans sa chambre, mais chaque fois que je me levais pour vérifier, je le trouvais profondément endormi. Une nuit, je me suis réveillé en sursaut, persuadé d'avoir entendu mon prénom murmurer juste à côté de mon oreille. Mais la pièce était vide. Puis, il y a eu ces petits détails troublants. Des objets qui n'étaient plus à leur place. Au début, je me suis convaincu que j'étais simplement désorganisé à cause du déménagement. Pourtant, cela a continué, ma brosse à dents changée de côté, mon téléphone déplacé de la table de nuit au bureau, mon sac entrouvert alors que je me souvenais l'avoir fermé. Mais ce qui m'a vraiment mis mal à l'aise, c'est cette nuit où j'ai senti quelque chose sur mon lit. Je venais de m'endormir lorsque j'ai ressenti un poids à côté de moi, comme si quelqu'un venait de s'allonger sur le matelas. J'ai retenu mon souffle, le cœur battant. Ce n'était pas une sensation vague ou imaginaire, c'était bien réel. Le matelas s'était affaissé légèrement, et je pouvais percevoir une présence, juste là, à quelques centimètres de moi. Je me suis figé, chaque muscle tendu. J'ai attendu un bruit, un mouvement, n'importe quoi qui puisse expliquer ce qui se passait. Mais il n'y avait que ce silence oppressant, lourd, presque tangible. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai rassemblé mon courage et j'ai tendu la main vers l'interrupteur de ma lampe de chevet. Mais à l'instant où ma peau a effleuré le plastique, le poids a disparu d'un coup. J'ai allumé la lumière, le souffle court. Rien. La chambre était exactement comme je l'avais laissée. Mais à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais réussi à dormir sereinement. Les jours suivants, mon malaise s'intensifia. Même en essayant d'ignorer ce qui se passait, je ne pouvais pas nier l'évidence, quelque chose n'allait pas dans cette chambre. Les murmures devenaient plus distincts, comme si plusieurs voix chuchotaient à l'unisson derrière les murs. Je ne comprenais pas ce qu'elles disaient, mais leur tonalité sifflante et pressante me glaçait le sang. Parfois, elles s'arrêtaient brusquement dès que j'allumais la lumière, comme si elles se cachaient. Je commençais aussi à me sentir observé, même en plein jour. Que je sois assis sur mon lit ou en train de me préparer, j'avais constamment l'impression qu'une paire d'yeux invisibles me scrutait. Cette sensation était insidieuse, rampante, et elle me suivait jusque dans mes rêves. Puis il y a eu cette nuit où tout a basculé. Je venais de prendre une douche et la vapeur enveloppait encore la petite salle de bain. En m'approchant du miroir embué, j'ai passé la main dessus pour dégager mon reflet. C'est à cet instant que mon sang s'est glacé. Ce n'était pas juste moi dans le miroir. Derrière moi, légèrement flou mais indiscutablement présent, se tenait un homme. Il était grand, maigre, le teint d'une pâleur maladive. Ses yeux, enfoncés dans leurs orbites sombres, semblaient fixes, presque vides. Mais ce qui m'a terrifié, c'était son sourire.
Un rictus étrange, trop large, comme si sa bouche s'étirait au-delà de ses limites naturelles. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Par pur réflexe, je me suis retourné d'un coup. Personne. Le souffle court, les mains tremblantes, j'ai lentement reporté mon regard vers le miroir. L'homme était toujours là. Il ne s'était pas évaporé comme une illusion due à la vapeur. Il me regardait toujours, immobile, avec ce sourire grotesque et inhumain. Un frisson d'horreur m'a parcouru. Sans réfléchir, j'ai donné un coup contre le miroir, le faisant trembler sur son support. Quand mon reflet s'est stabilisé, l'homme avait disparu. Mais je savais désormais qu'il était là. Avec moi. Après cette nuit, tout a empiré. Je ne dormais presque plus. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais une présence, tapie dans l'ombre, attendant que je baisse ma garde. Les chuchotements s'étaient transformés en murmures insistants, parfois rythmés par un ricanement étouffé. J'essayais d'ignorer, de me convaincre que c'était mon esprit fatigué qui me jouait des tours. Mais il y avait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer par la fatigue. Une nuit, alors que je m'efforçais de trouver le sommeil, une sensation glaciale m'a parcouru la colonne vertébrale. Quelque chose n'allait pas. Puis, lentement, mon matelas s'est affaissé. Je l'ai senti distinctement, ce poids invisible qui s'installait à mes côtés, exactement comme la première fois. Sauf que cette fois-ci, c'était différent. Plus lourd. Plus réel. J'étais paralysé. Mon corps refusait de bouger, comme cloué au lit par une force invisible. Mon souffle était court, mes oreilles bourdonnaient. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un épisode de paralysie du sommeil, que tout finirait par passer. Mais alors, un frisson d'horreur m'a parcouru, une main froide s'est posée sur mon bras. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Les doigts osseux ont glissé lentement sur ma peau, traçant un chemin glacé jusqu'à mon épaule. Une pression s'est exercée sur mon torse, comme si quelque chose essayait de s'allonger complètement sur moi. Puis, tout près de mon oreille, une voix. « Tu es enfin là, moi. » Le murmure était bas, rauque, comme si l'homme du miroir me parlait directement. J'ai senti son souffle glacial contre ma peau, et une panique incontrôlable m'a envahi. Dans un ultime effort, j'ai réussi à bouger mon bras et à allumer la lampe de chevet. Tout s'est arrêté net. Le poids a disparu, la chambre était silencieuse. Mais l'air restait lourd, chargé d'une présence invisible, oppressante. Je me suis assis, le cœur battant à tout rompre. Je ne pouvais plus rester ici. Au matin, les cernes creusées sous mes yeux témoignaient de mon état. Je n'avais pas dormi. Je ne pouvais plus. Cette chambre n'était pas simplement hantée, elle était habitée. Par lui. Diego a immédiatement remarqué mon état. « Lucas, t'as l'air mal, mec. Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai fixé, hésitant. Jusqu'ici, j'avais gardé tout ça pour moi. Mais après cette nuit, je n'avais plus le luxe du doute. Il y a quelqu'un dans cette chambre, Diego. Je m'attendais à ce qu'il rie, qu'il me traite de fou. Mais il s'est contenté de détourner le regard, mal à l'aise. T'es pas le premier à dire ça. Un frisson m'a parcouru. Comment ça? Il a pris une profonde inspiration, comme s'il pesait ses mots. Avant que j'emménage, cet appart avait un autre coloc. Un gars qui vivait là depuis des années. Il avait 7 chambres, et puis, un jour, il a disparu. Parti du jour au lendemain, sans prévenir. On n'a jamais retrouvé de traces de lui. Juste, son téléphone et ses affaires, encore là, comme s'il comptait revenir. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine. Et personne ne sait ce qui lui est arrivé? Diego a secoué la tête. Non, mais ceux qui ont essayé de dormir là après lui, ils ont tous ressenti quelque chose. Et ils sont tous partis, comme toi. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à dire. Ce soir-là, j'ai fait mes valises. J'ai quitté cet appartement sans me retourner. Mais au moment de fermer la porte de ma chambre pour la dernière fois, j'ai entendu un léger clic derrière moi. Comme si la porte venait de se rouvrir, à peine, dans mon dos. Puis, un souffle, et un murmure. « Reviens !» Je n'ai pas regardé. J'ai pris mes affaires et j'ai fui. J'avais enfin trouvé un appartement à louer qui correspondait à mon budget serré. C'était un petit logement, un peu défraîchi, mais fonctionnel, situé dans un quartier tranquille de la ville. Le propriétaire avait précisé dans l'annonce que je partagerais l'appartement avec un autre locataire, un certain André. Quand je suis arrivé avec ma valise, il m'a ouvert la porte. C'était un homme mince, de mon âge environ, avec des traits fatigués et un regard un peu fuyant. Il était poli, mais réservé. Après m'avoir montré ma chambre,
Il est rapidement retourné dans la sienne sans chercher à faire la conversation. L'appartement lui-même était étrange. Pas sale, mais il y régnait une atmosphère pesante, une sorte de silence oppressant, comme si les murs retenaient des murmures oubliés. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue et du stress du déménagement. Dès la première nuit, j'ai eu du mal à dormir. Le matelas était trop dur, et le bruit du bois qui craquait sous l'effet des changements de température résonnait dans le couloir. J'ai mis mes écouteurs pour ignorer ces petits désagréments. Après tout, ce n'était qu'un vieil appartement. Rien d'anormal. Mais cette sensation de malaise, elle ne m'a jamais vraiment quitté. Les premiers jours dans l'appartement se sont déroulés sans incident majeur. André était discret, presque absent, et je m'efforçais de m'habituer à l'atmosphère un peu lourde du lieu. Pourtant, des petites choses ont commencé à me déranger. Des détails anodins, au début, mais qui, mis bout à bout, formaient un ensemble troublant. Un matin, en voulant sortir de ma chambre, j'ai trouvé la porte de la salle de bain fermée à clé. Pensant qu'André s'y trouvait, j'ai attendu quelques minutes avant de frapper. Pas de réponse. J'ai insisté, et toujours rien. Finalement, j'ai essayé la poignée une dernière fois, et la porte s'est ouverte toute seule. La pièce était vide. André n'était même pas à l'appartement. Les jours suivants, j'ai remarqué que certaines portes se verrouillaient de l'intérieur sans raison. Parfois, c'était la cuisine. D'autres fois, mon propre placard. Je me suis convaincu que c'était peut-être un problème avec les vieilles serrures. Mais il y avait autre chose. Mes affaires changeaient de place. Une brosse à cheveux que je laissais toujours sur la commode réapparaissait dans la salle de bain. Une paire de ciseaux que je rangeais dans mon tiroir finissait dans le salon. Une nuit, en allant chercher un verre d'eau, j'ai trouvé mon trousseau de clés posé dans le four. J'ai essayé d'en parler à André, mais il haussa simplement les épaules, l'air de ne pas comprendre de quoi je parlais. « Tu es sûr de ne pas l'avoir fait toi-même » a-t-il demandé d'un ton neutre. J'ai voulu insister, mais il avait déjà détourné les yeux, comme si ça ne l'intéressait pas. Ce n'était pas seulement les objets. Chaque nuit, je me réveillais en sursaut, persuadé d'avoir entendu quelque chose. Des pas légers, juste devant ma porte. Un frisson me parcourait l'échine, et je restais immobile, retenant mon souffle. Mais le plus perturbant, c'était cette sensation. L'impression que quelqu'un me regardait. Même en étant seul dans l'appartement, j'avais la certitude qu'il y avait quelque chose d'autre. Une présence, invisible mais oppressante. J'aurais dû partir à ce moment-là. Une nuit, après avoir entendu des bruits étranges venant de la chambre d'André, je ne pouvais plus ignorer cette impression croissante que quelque chose clochait. La maison était silencieuse, presque trop silencieuse, et tout à coup, j'ai entendu des murmures. C'étaient des voix, mais elles étaient difficiles à discerner. Je suis sorti de ma chambre, cherchant à comprendre d'où venaient ces sons. C'est alors que je l'ai vu, André, debout dans son propre chambre, murmurant dans le vide. À première vue, il semblait parler à quelqu'un, mais il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Il se tenait là, les yeux fixés dans un coin sombre du plafond, comme s'il attendait une réponse. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, ne sachant pas si je devais intervenir ou simplement m'éclipser sans bruit. Mais ma curiosité l'a emporté, et j'ai décidé d'oser poser la question. Je suis entré lentement et lui ai demandé « André, avec qui tu parles ?» Sans hésiter, il a tourné la tête vers moi. Avec un sourire presque froid, il a répondu « Avec le propriétaire de l'appartement, mais il n'aime pas que tu sois ici. » J'ai été frappé par ces mots. Il semblait tellement serein, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais à cet instant précis, un frisson glacé m'a parcouru tout le long de la colonne vertébrale. Quel propriétaire? Il n'y avait personne d'autre ici. Je l'ai regardé un moment, incertaine de ce que je venais d'entendre. André n'avait pas l'air gêné. Il m'a juste regardé, toujours avec ce même sourire étrange, et s'est retourné pour fixer à nouveau le coin sombre de la pièce. Comme s'il continuait une conversation, sans se soucier de ma présence. Je suis sorti précipitamment, mes jambes tremblantes. Quelque chose n'allait pas. Je n'avais plus de doute, il se passait des choses bien plus sombres dans cet appartement que ce que j'avais imaginé. Mais pourquoi André ne réagissait-il pas? Pourquoi semblait-il si calme face à l'invisible? Je ne pouvais pas rester là sans comprendre. Mais le mal était déjà fait. Le lendemain, je n'arrivais plus à penser à autre chose qu'aux paroles d'André. Il n'aime pas que tu sois ici. Ces mots résonnaient dans ma tête, et j'avais l'impression qu'il me poursuivait à chaque coin de l'appartement. J'avais besoin de savoir plus, de comprendre ce qui se passait réellement.
j'ai décidé de faire des recherches. Je me suis rendu sur Internet, en espérant trouver des informations sur l'histoire de l'immeuble, de son propriétaire. Après quelques heures de recherche, j'ai finalement trouvé un article de presse, daté de plusieurs années. Le titre était choquant, le propriétaire de l'immeuble retrouvé mort après un suicide. L'article racontait l'histoire de l'ancien propriétaire, un homme solitaire du nom de Gérard Lemoine. Apparemment, il vivait dans l'appartement depuis des années avant de se donner la mort en se pendant dans l'une des chambres. Je n'arrivais pas à y croire. Gérard Lemoine était le propriétaire de l'immeuble, et il s'était suicidé dans la pièce où André dormait maintenant. Le même endroit où je venais de passer ces derniers mois. Je ne pouvais pas croire ce que je venais de lire. En fouillant un peu plus, j'ai découvert que plusieurs anciens locataires avaient évoqué des phénomènes étranges dans l'appartement. Une ancienne locataire avait affirmé qu'elle se sentait constamment observée, qu'elle avait entendu des voix dans la nuit. Une autre avait même raconté que des objets se déplaçaient d'eux-mêmes, exactement comme ce qui m'était arrivé. Mais la chose la plus terrifiante était ce témoignage d'un ancien locataire qui disait que, parfois, on avait l'impression que quelqu'un nous parlait directement dans l'oreille, bien qu'il n'y ait personne autour. Mon cœur battait la chamade. Il y avait quelque chose de terriblement malsain dans cet appartement, quelque chose que je n'avais pas voulu voir, ou peut-être que je refusais de voir. Et André, en parlant au propriétaire décédé, n'avait fait qu'accentuer mes doutes. Je suis retourné dans ma chambre, le sentiment de panique m'envahissant. Une fois de plus, je suis resté figé dans l'entrée, me demandant si j'étais prêt à affronter ce que je venais de découvrir. Les murs semblaient se resserrer autour de moi. Mais je ne pouvais pas simplement partir sans comprendre ce qui se passait dans cet endroit. Je suis retourné dans le salon, l'idée d'affronter André me perturbant au plus haut point. Mais avant que je puisse décider quoi faire, un bruit sourd est venu du fond du couloir, juste à côté de la chambre d'André. La nuit suivante, l'angoisse m'envahissait, comme si quelque chose de terriblement mauvais allait se produire. Mon esprit tournait en rond, les découvertes que j'avais faites me revenant sans cesse. Mais ce n'était pas juste l'histoire du propriétaire suicidé. Non, c'était la présence. Cette ombre invisible qui semblait planer dans chaque recoin de l'appartement. J'étais sur le point de craquer. À un moment, j'ai entendu un bruit léger, mais distinct, venant de la porte de ma chambre. Ce n'était pas un simple grincement de bois. C'était presque comme si quelqu'un touchait la poignée, lentement. Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai attendu, pétrifié, les yeux fixés sur la porte, mais rien ne se produisit. Je me suis levé, lentement, mes jambes tremblantes. Je devais savoir ce qui se passait. Mais au moment où j'ouvrais ma porte pour jeter un coup d'œil dans le couloir, j'ai vu une silhouette dans l'ombre, au bout du hall. André. Il était là, immobile, mais il n'était pas comme d'habitude. Ses yeux étaient vides, fixes, et il me regardait sans rien dire. J'ai froncé les sourcils, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Mais avant que je ne puisse parler, il a murmuré d'une voix presque inaudible, comme si quelqu'un d'autre lui soufflait les mots. « Tu ne devrais pas être ici. » Une chaleur glaciale m'a envahi, et un frisson m'a parcouru tout le corps. Je suis resté là, pétrifié, sans savoir quoi répondre. Et là, juste derrière lui, la porte de sa chambre était entr'ouverte. Une ombre s'étendait à l'intérieur, mais cette fois, elle ne semblait pas se déplacer de manière naturelle. Elle se mouvait lentement, presque comme si elle avait sa propre vie, sa propre volonté. Je l'ai vue. Une silhouette sombre, indistincte, se mouvant dans l'ombre, quelque chose qui n'était pas humain. Je n'ai pas réfléchi. Le seul réflexe qui m'est venu à l'esprit fut de fuir. Je me suis précipité vers la sortie, attrapant mes affaires sans prendre le temps de réfléchir, ignorant le bruit sourd de la porte qui se fermait derrière moi. J'ai couru dans les escaliers, l'esprit en feu, le cœur battant à tout rompre. Je suis sorti dans la rue sans regarder en arrière. Je n'avais plus la moindre intention de revenir dans cet appartement. Mais le pire, c'est que, le lendemain, en tentant de contacter André pour lui dire que je partais, j'ai découvert quelque chose de plus perturbant encore. Il avait disparu. L'appartement était à nouveau vide, et le propriétaire avait remis une nouvelle annonce de location, comme si rien ne s'était jamais passé. Aucun signe de lui, aucun indice de son existence. J'ai quitté la ville peu de temps après, ne supportant plus de penser à ce qui s'était réellement passé. Mais parfois, dans mes rêves, je revois cette silhouette et j'entends toujours la voix d'André, murmurant « Il n'aime pas que tu sois ici ». Cela faisait plusieurs nuits que je me réveillais avec une étrange impression,
un malaise diffus qui s'accrochait à moi comme une brume persistante. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress ou de la fatigue, mais plus les jours passaient, plus je remarquais des détails troublants. Ma porte, que je fermais toujours avant de dormir, était parfois entr'ouverte au matin. Mon téléphone, que je laissais en charge sur la table de chevet, avait été déplacé. Mais mes vêtements semblaient avoir bougé, comme si quelqu'un les avait effleurés en mon absence. J'ai rapidement soupçonné mon colocataire, Felipe. Nous vivions ensemble depuis quelques mois, et même si nous nous entendions bien, il y avait toujours eu quelque chose d'un peu étrange chez lui. Il était discret, souvent silencieux, et parfois je le surprenais à m'observer avec une expression indéchiffrable. Peut-être qu'il entrait dans ma chambre la nuit, par simple curiosité, ou pour une autre raison plus inquiétante. Une nuit, alors que je venais de m'installer sous mes couvertures, une pensée obsédante s'est imposée à moi. Et s'il était là, en ce moment, juste derrière cette porte, attendant que je m'endorme, j'ai tendu l'oreille, retenant mon souffle, mais je n'ai entendu que le silence pesant de l'appartement. Le lendemain, décidé à en avoir le cœur net, j'ai acheté une petite caméra discrète et l'ai installée dans un coin de ma chambre, dirigée vers la porte. Si Felipe entrait pendant la nuit, cette fois, je le saurais. Au réveil, mon premier réflexe fut de vérifier l'enregistrement. Mon cœur battait vite, tiraillé entre l'excitation et l'appréhension. Je déverrouillai mon téléphone, lançai la vidéo et avançai rapidement la lecture jusqu'au milieu de la nuit. Pendant les premières heures, rien d'anormal. Mon propre corps, immobile sous les couvertures, s'élevait et s'abaissait doucement au rythme de ma respiration. La porte de ma chambre était restée fermée. Pas de Felipe. Un soupir de soulagement m'échappa. Je m'étais inquiété pour rien. Peut-être que mon imagination m'avait joué des tours. Peut-être que je devenais paranoïaque. Mais alors que j'allais arrêter la vidéo, un mouvement attira mon attention. Minuit, 1 heure, 2 heures. Et puis, à exactement 3h04 du matin, la porte de mon armoire s'ouvrit lentement, sans un bruit. Une ombre en émergea. Mon sang se glaça instantanément. La silhouette était grande, humanoïde, mais son corps semblait flou, comme si elle était recouverte d'un voile d'obscurité mouvant. Elle se redressa avec une lenteur angoissante, puis se tourna vers mon lit. Je ne bougeais pas. J'étais là, allongé, profondément endormi, inconscient de la chose qui se tenait à quelques centimètres de moi. L'être resta ainsi, figé, me regardant dormir. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Chaque seconde qui passait me nouait davantage l'estomac. Puis, sans un geste brusque, la silhouette pivota lentement et recula, disparaissant à nouveau dans l'armoire, refermant la porte derrière elle. L'enregistrement se poursuivait, mais plus rien ne se passa jusqu'au matin. Je restais là, le téléphone tremblant entre mes doigts, le souffle court. Ce n'était pas Felipe. Ce n'était pas humain. Mes mains étaient moites. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je repassais la vidéo, encore et encore, espérant y voir une explication logique. Un jeu d'ombre, un défaut de la caméra, quelque chose qui justifierait ce que je venais de voir. Mais non. Chaque fois que je relançais l'enregistrement, la même horreur se déroulait sous mes yeux. La porte de l'armoire qui s'ouvrait, cette chose qui en sortait, immobile au pied de mon lit, puis qui disparaissait à nouveau dans le noir. Je levai lentement les yeux vers l'armoire, comme si elle pouvait bouger à tout moment. Elle était là, fermée, inerte, exactement comme je l'avais laissée la veille. Mais je savais maintenant qu'elle cachait quelque chose qui m'observait, qui attendait. Une sueur froide coula le long de ma nuque. Depuis combien de temps cela durait-il? Je me repassais mentalement toutes ces nuits où j'avais eu l'impression d'être épié. Tous ces matins où des objets avaient changé de place. Toutes ces sensations diffuses qui, jusque-là, semblaient insignifiantes. Ce n'était pas Felipe. Ce n'était jamais lui. J'étais seul dans cette chambre, ou du moins, c'est ce que j'avais cru. Une panique grandissante s'empara de moi. Je devais parler à Felipe. Peut-être qu'il avait remarqué quelque chose lui aussi. Peut-être qu'il savait quelque chose que j'ignorais. Sans plus réfléchir, je bondis hors du lit et me précipitai vers sa chambre. J'ai frappé à la porte de Felipe, d'abord doucement, puis plus fort. Aucune réponse. Felipe? Appelai-je? Ma voix tremblante. Toujours rien. Un mauvais pressentiment s'insinua en moi. J'agrippai la poignée et poussai la porte. Elle s'ouvrit sans résistance, sur un vide glacial. Le lit était parfaitement fait, les placards ouverts et vides, aucun vêtement, aucun objet personnel.
Pas la moindre trace de Felipe. Il était parti. Parti en pleine nuit, sans un mot, sans laisser la moindre affaire derrière lui. Je reculai d'un pas, une étrange sensation me serrant la poitrine. C'était absurde. Il n'avait jamais mentionné vouloir déménager. Rien, dans son comportement, n'indiquait qu'il comptait partir du jour au lendemain. Mes yeux balayèrent la pièce une dernière fois, et c'est là que je le vis. Sur le bureau, il ne restait qu'un seul objet. Un post-it jaune, griffonné à la hâte. Je m'approchai lentement et pris le papier entre mes doigts tremblants. Il ne contenait que 3 mots, tracés d'une écriture nerveuse. Je l'ai vu. Mon sang se glaça. Felipe avait vu la même chose que moi. Peut-être avant moi. Peut-être qu'il avait compris ce que cela signifiait. Et il avait fui. Je restai figé, le post-it serré entre mes doigts tremblants. Mon esprit refusait d'accepter ce que cela impliquait. Felipe avait vu quelque chose, lui aussi. Et au lieu d'en parler, au lieu de chercher une explication, il avait fait le seul choix qui lui semblait possible. Il était parti. Un frisson me parcourut l'échine. Était-il encore en vie? Je retournai lentement vers ma chambre, le regard rivé sur l'armoire. Elle était toujours fermée, silencieuse, comme si rien ne s'y cachait, comme si je n'avais pas vu cette chose en sortir la nuit dernière. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je m'assis sur mon lit, le téléphone serré dans mes mains moites. Une seule pensée tournait en boucle dans mon esprit. Et maintenant, j'aurais dû partir moi aussi. Faire mes valises, fuir aussi loin que possible, comme Felipe. Mais une force invisible me clouait sur place. Un mélange de terreur et de fascination morbide. J'avais vu la vidéo. J'avais eu la preuve que quelque chose était là. Et pourtant, cette nuit-là, je laissai la caméra tourner à nouveau. Cette nuit-là, j'attendis. Et à 3h04 du matin, la porte de l'armoire s'ouvrit. Lorsque nous avons emménagé dans l'appartement, Julia et moi étions excités à l'idée de commencer cette nouvelle vie ensemble. L'endroit n'était pas très grand, mais il avait du charme. Un salon lumineux, 2 petites chambres et une salle de bain aux carreaux démodés, avec un grand miroir au-dessus du lavabo. Nous avons passé la journée à déballer nos affaires, à rire et à nous projeter dans notre avenir ici. C'est en nettoyant la salle de bain que nous avons découvert le message. Julia avait voulu enlever le miroir pour essuyer la poussière derrière, et c'est là qu'elle l'a vu. Une feuille jaunie, collée contre le mur, avec une phrase écrite en lettres épaisses, comme gravée à la main. Ne le laisse pas entrer. Nous nous sommes regardés, perplexes. J'ai senti un léger frisson remonter le long de mon dos, mais j'ai ri nerveusement. C'est quoi ce délire? Une blague du dernier locataire? Julia haussa les épaules et arracha le papier d'un geste brusque. Probablement. Quelqu'un qui s'ennuyait. Elle chiffonna la feuille et la jeta à la poubelle. Pourtant, alors que je fixais le miroir, un étrange malaise m'envahit. Comme si quelque chose, de l'autre côté, attendait. Les jours suivants, de petites choses étranges commencèrent à se produire. Rien de spectaculaire, juste des détails. Mais des détails qui s'accumulaient, qui s'insinuaient dans mon esprit et rendaient l'appartement de plus en plus oppressant. D'abord, ce fut ce froid glacial qui régnait dans la salle de bain, peu importe la température du chauffage. L'air y était plus lourd, plus dense, et une fine buée couvrait le miroir même lorsque l'eau chaude n'avait pas coulé. Puis, il y eut les reflets. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination, un léger décalage, à peine perceptible. Quand je me brossais les dents, il me semblait que mes gestes avaient un infime retard dans le miroir, comme si mon reflet hésitait à me suivre. Un matin, alors que je me maquillais, j'eus l'impression que mes yeux n'étaient pas exactement à la même place que d'habitude. Je clignais des paupières, et tout redevint normal. « Anna, arrête de te faire des films », m'étais-je dit à voix haute, tentant de me rassurer. Mais la nuit suivante, alors que je sortais de la salle de bain, un mouvement attira mon regard. Julia était déjà couchée, et pourtant, en passant devant le miroir, j'eus la certitude d'avoir vu une ombre furtive derrière mon reflet. Une silhouette fine, élancée, qui n'aurait pas dû être là. Mon cœur se serra, et pendant une fraction de seconde, j'eus une impulsion. Décrocher ce fichu miroir et le mettre dehors. Mais je me ravisai. Après tout, ce n'était qu'un miroir. Juste un miroir. Cette nuit-là, je fus réveillé en sursaut par des coups violents contre ma porte. 3 frappes brutales, suivies d'un silence. Mon cœur battait à tout rompre. « Julia » murmurai-je, la gorge serrée. Un autre coup, plus fort cette fois. Quelque chose dans ce silence entre chaque frappe me terrifiait.
Je me levai lentement et ouvris la porte avec précaution. Anna se tenait là, pieds nus, tremblante, le visage livide. Ses yeux étaient écarquillés d'horreur, et elle peinait à respirer, comme si elle venait de courir. « Anna, qu'est-ce qu'il y a ?» Ses lèvres frémirent avant qu'elle ne parvienne enfin à parler d'une voix étranglée. « Il est là. »« Qui ?» Elle tourna lentement la tête vers la salle de bain. J'y jetai un regard, et un frisson me parcourut l'échine. La porte était entr'ouverte, et dans l'obscurité, je distinguais le miroir. La lumière du couloir y projetait un faible reflet, et pourtant, quelque chose clochait. « Anna, explique-moi, » soufflai-je, la gorge nouée. Elle ravala un sanglot. Je suis allé aux toilettes, et quand j'ai levé la tête, il était là. Qui, Anna? Un homme. Grand, maigre, dans le miroir. J'ouvris la bouche pour répondre, mais elle me coupa, agrippant mon bras avec une force désespérée. Il ne bougeait pas, il me regardait. Et quand j'ai compris qu'il ne faisait pas que refléter, elle déglutit difficilement, secouée de tremblements. Il a souri. Mon sang se glaça, et il a chuchoté. Anna baissa la tête, comme si elle avait honte de prononcer ces mots. Maintenant, je suis entré. Les jours suivants, tout s'est accéléré. Le malaise qui flottait dans l'air s'est transformé en une présence palpable, presque suffocante. D'abord, il y eut ces bruits, des murmures venant de la salle de bain, des chuchotements que l'on n'entendait pas vraiment, mais qui se faufilaient dans les recoins de notre esprit, comme un vent glacial qui frôle la peau. Les portes se fermaient seules, comme si une force invisible les poussait, et parfois, je pouvais entendre des pas légers dans le couloir alors que personne n'était là. Le pire, c'était la nuit. Le miroir, il semblait pulser, comme s'il était vivant, comme s'il respirait avec nous. Chaque fois que je m'en approchais, un froid intense m'envahissait, mes doigts engourdis au point de ne pas pouvoir les retirer. Et puis, il y eut cette sensation de ne pas être seul. Je pouvais sentir une silhouette dans l'ombre, dans mon dos, prête à se jeter sur moi à chaque coin de pièce. Julia me dit un soir qu'elle avait vu des yeux dans le miroir. Des yeux sans regard, noirs et profonds, comme deux puissants fonds, fixant dans l'obscurité. Je n'osais pas lui répondre, mais je savais que ce n'était pas qu'une hallucination. Le mal, il était là, bien réel. La dernière nuit, tout changea. Je rentrais chez moi après avoir fait des courses, et j'entrais dans l'appartement, les bras chargés de sacs. La lumière du salon était allumée, mais il n'y avait personne. J'appelai Julia, mais il n'y eut pas de réponse. Je fis le tour des pièces et m'arrêtai, pétrifié, devant la salle de bain. La porte était grande ouverte, et le miroir, je pouvais voir, dans son reflet, une silhouette floue derrière moi. Je n'avais pas le courage de me retourner. Puis, je vis une main apparaître dans le miroir, s'étendant lentement, comme pour saisir mon bras. Le froid me transperça. J'étais sûr que l'entité qui occupait ce miroir voulait plus que nous regarder. Il voulait nous prendre. La peur devint insupportable. Chaque nuit, la présence grandissait. Elle nous observait, elle nous suivait, elle s'immisçait dans chaque recoin de notre esprit, comme un poison lent qui nous rongeait peu à peu. Mais ce n'était plus suffisant pour elle. Elle voulait plus. Elle voulait notre âme. Ce soir-là, après une journée longue et épuisante, je rentrai chez moi en espérant trouver un peu de réconfort. Mais dès que j'ouvris la porte, je compris que quelque chose avait changé. L'air était plus lourd, comme si l'appartement lui-même avait été envahi. Je cherchais Julia partout, appelant son nom, mais elle n'était nulle part. La panique me saisit, une angoisse sourde qui me serrait la poitrine. En entrant dans la salle de bain, je vis le miroir. Il était comme figé, presque translucide, comme si le verre lui-même était devenu un portail vers un autre monde. Et là, dans le reflet, j'aperçus une silhouette floue. Mais ce n'était pas Julia. C'était Anna. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur moi, remplis d'une terreur indescriptible. Elle ne bougeait pas, son corps figé, comme une marionnette contrôlée par une force extérieure. Et alors, je l'entendis, son cri étouffé, un murmure désespéré qui venait de l'autre côté du miroir. Il m'a eu, Julia. Il m'a pris. Il est là. Il veut que tu viennes. Je reculai, le cœur battant, mais il était trop tard. Le miroir se déforma, comme s'il aspirait tout ce qui se trouvait autour. Le verre se brisa en milliers de morceaux, mais aucun ne toucha le sol. Tout se rassemblait, jusqu'à ce que je voie, dans l'obscurité du reflet, la silhouette. Il était là, et il souriait. Il m'observait maintenant. Il ne reste plus qu'une place, chuchota-t-il.
J'entendis une dernière fois la voix d'Anna, faible, lointaine, mais terriblement claire. « Viens, il t'attend. » Et alors, je vis mes pieds se déplacer d'eux-mêmes, comme si une force invisible me poussait à avancer vers le miroir. La dernière chose que je sentis avant de disparaître, c'était la froideur du verre. Puis, le silence. Et, juste avant que tout ne s'éteigne, je compris, le miroir ne voulait pas de nous. Il voulait juste nous emprisonner, pour toujours. Je vis en colocation avec un gars nommé Victor. Il est plutôt discret, pas du genre à faire des vagues. Dès le début, la cohabitation s'est déroulée sans problème. Il paie toujours sa part du loyer à temps, ne laisse jamais traîner ses affaires. En général, on s'entend bien. On n'est pas forcément proches, mais il y a une certaine routine rassurante entre nous. Parfois, on regarde un film ensemble dans le salon, d'autres fois, on partage un repas rapide avant de retourner chacun à nos occupations. Mais récemment, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ce n'est pas grand-chose, juste un détail. Mais il a commencé à me trotter dans la tête. Parfois, quand quelqu'un prononce le prénom Guilherme, Victor tourne la tête brusquement, comme si on venait de l'appeler. La première fois, je n'y ai pas prêté attention. Après tout, il pouvait simplement avoir mal entendu. Mais cela s'est reproduit. Un jour, un ami est venu à l'appartement pour regarder un match. En discutant, il a mentionné un collègue du travail nommé Guilherme. À peine ce prénom a-t-il franchi ses lèvres que j'ai vu Victor sursauter légèrement, levant les yeux de son téléphone. Il s'est vite repris, comme s'il réalisait que son geste pouvait sembler bizarre. Cette fois, ça m'a marqué. Ce n'était pas une simple coïncidence. J'ai décidé de faire un test. Un soir, alors qu'on était dans la cuisine, j'ai glissé le prénom Guilherme au milieu d'une phrase anodine. Victor a immédiatement relevé la tête, son regard fixant le vide une fraction de seconde avant de croiser le mien. Son expression est restée neutre, mais j'ai senti quelque chose d'étrange, comme s'il luttait pour cacher une réaction instinctive. Je n'ai rien dit sur le moment. Peut-être que j'exagérais, que mon esprit cherchait des signes là où il n'y en avait pas. Mais au fond de moi, une inquiétude sourde a commencé à s'installer. Les jours passaient, mais cette idée continuait à me hanter. Pourquoi Victor réagissait-il à ce prénom comme s'il lui appartenait? Je me suis convaincu que c'était peut-être un simple réflexe, une vieille habitude ou même une coïncidence. Mais une part de moi ne pouvait s'empêcher d'observer son comportement avec plus d'attention. Une nuit, alors qu'on regardait un film dans le salon, j'ai profité d'un moment où Victor était absorbé par l'écran pour murmurer, presque imperceptiblement, « Guilherme ». C'était à peine audible, une simple tentative, mais sa réaction a été immédiate. Il a tourné la tête dans ma direction, les yeux légèrement plissés, comme s'il avait entendu quelque chose mais n'était pas sûr de l'origine du son. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il n'y avait aucun doute, ce n'était pas un hasard. J'ai fait mine de ne rien avoir dit, et après quelques secondes, il a repris son attention sur le film. Mais moi, je ne pouvais plus me détendre. Le lendemain, alors que nous dînions ensemble, j'ai décidé de lui poser directement la question. D'un ton détendu, comme si c'était une simple curiosité, j'ai demandé. « Dis, pourquoi tu réagis quand on dit Guilherme ?» Il a levé les yeux vers moi, a souri légèrement et a haussé les épaules. « T'es sûr que je réagis? C'est peut-être juste dans ta tête. » Il a ri doucement, mais quelque chose dans son rire sonnait faux. J'ai tenté d'insister, mais il a simplement changé de sujet, comme si ma question n'avait aucune importance. J'aurais dû en rester là. J'aurais dû ignorer cette sensation qui me rongeait de l'intérieur. Mais ce soir-là, alors que je m'endormais, je n'arrêtais pas de repenser à son sourire. Il n'était pas naturel. Il cachait quelque chose. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut, le souffle court, sans comprendre pourquoi. L'appartement était plongé dans le silence, à peine troublé par le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Mon cœur battait étrangement vite, comme si mon corps avait perçu une menace avant même que mon esprit ne l'ait enregistrée. Puis, je l'ai entendu. Un murmure, juste à côté de mon oreille. Une voix douce, presque caressante, mais déformée par un ton sinistre. Il ne s'appelle pas Victor. J'ai bondi hors du lit et allumé ma lampe de chevet d'un geste paniqué. Mon regard a parcouru la pièce, cherchant désespérément une explication. Il n'y avait personne. Ma porte était fermée, la fenêtre aussi. Pourtant, j'étais certain de ce que j'avais entendu. Ce n'était pas un rêve. Ma respiration s'est accélérée alors que mon cerveau tentait de rationaliser.
J'ai même envisagé l'idée absurde que le son venait de l'intérieur de ma tête, une hallucination auditive due à mon obsession croissante pour ce mystère. Mais alors, mon regard s'est tourné vers la porte de ma chambre. Victor se tenait là, dans l'obscurité du couloir, à peine éclairé par la lumière tamisée de mon abat-jour. Il ne bougeait pas, il ne disait rien. Il me fixait simplement, en souriant. Ce n'était pas un sourire normal. Ses lèvres s'étiraient d'une manière qui semblait forcée, presque trop large pour son visage. Mais ce qui m'a terrifié au plus haut point, ce sont ses yeux. Ils étaient entièrement noirs. Plus de blanc, plus de pupilles. Juste deux orbites obscures, vides, absorbant la lumière comme un puissant fond. Je suis resté figé, incapable de respirer, incapable de réagir. Il m'a observé ainsi pendant plusieurs secondes, puis a lentement incliné la tête sur le côté, comme un animal curieux face à une proie tremblante. Et dans ce silence oppressant, il a prononcé une phrase qui a glacé mon sang. « Tu sais qui je suis, maintenant ?» Mon corps refusait de bouger. Chaque instinct me criait de fuir, mais j'étais cloué sur place, comme si le moindre mouvement pouvait déclencher quelque chose d'encore plus terrifiant. Victor, ou peu importe ce qu'il était, restait immobile sur le pas de la porte, son sourire figé, ses yeux noirs dévorant l'obscurité. « Tu sais qui je suis, maintenant ?» Sa voix n'avait rien d'humain. Elle était creuse, comme si plusieurs timbres se superposaient en un seul murmure malsain. Je voulais parler, hurler, faire quelque chose, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Puis, lentement, il a fait un pas à l'intérieur de ma chambre. Je me suis reculé instinctivement, mon dos heurtant le mur derrière moi. Mon esprit cherchait désespérément une échappatoire. Mon téléphone était sur la table de chevet, mais il me semblait terriblement loin. Tu ne devrais pas poser de questions auxquelles tu n'es pas prêt à entendre les réponses. Un autre pas, puis un autre. Son sourire ne disparaissait pas, mais il paraissait se tordre, devenir quelque chose d'encore plus grotesque. Dans un élan de panique, j'ai attrapé la lampe de chevet et l'ai projetée en sa direction. L'objet s'est écrasé au sol dans un bruit sourd, mais Victor n'a même pas réagi. C'est à cet instant que j'ai compris que ce n'était pas une personne. Sans réfléchir, j'ai bondi hors du lit et me suis précipité vers la porte. Au moment où je passais à côté de lui, une de ses mains s'est levée brusquement, frôlant mon bras. Sa peau était glaciale. Une sensation atroce m'a envahi, une vague de nausée et de vertige si intense que j'ai failli tomber. Je ne sais pas comment j'ai réussi à franchir la porte et à m'élancer dans le couloir. Mon seul objectif était de sortir, de mettre le plus de distance possible entre moi et cette tête. Derrière moi, un rire a résonné. Lent, saccadé, inhumain. Je n'ai pas osé me retourner. Je me suis rué vers la porte d'entrée, mes mains tremblantes luttant pour tourner le verrou. Derrière moi, le rire continuait, lent, saccadé, se transformant en une sorte de gémissement distordu. Je ne voulais pas voir ce qui se passait dans ce couloir. Je savais que si je me retournais, je ne supporterais pas ce que je verrais. Quand la porte a enfin cédé, je me suis précipité dehors sans même penser à refermer derrière moi. Je suis descendu les escaliers à toute vitesse, manquant de trébucher plusieurs fois, et me suis retrouvé dans la rue glaciale, pieds nus, vêtu uniquement d'un t-shirt et d'un short. Mais je n'avais pas froid. L'adrénaline brûlait dans mes veines, noyant toute autre sensation. Je me suis mis à courir, sans but précis, uniquement guidé par une terreur primaire. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard, haletant, que je me suis arrêté devant un commissariat. J'ai foncé à l'intérieur, incapable d'expliquer clairement ce qui venait de se passer. Tout ce que j'ai réussi à dire, entre deux respirations saccadées, c'était que mon colocataire n'était pas qui il prétendait être. Les policiers ont rapidement réagi et m'ont accompagné jusqu'à mon appartement. Mais quand nous sommes arrivés, il n'y avait plus personne. L'endroit était exactement comme je l'avais laissé, mis à part la lampe renversée dans ma chambre. Aucune trace de Victor. Ses affaires étaient là, mais lui avaient disparu. Puis, en fouillant, un des policiers a trouvé son portefeuille sur la table du salon. Il a ouvert le porte-cartes, cherchant une pièce d'identité. Quelques secondes plus tard, son visage s'est figé. Il m'a lancé un regard perplexe avant de me montrer la carte qu'il venait de sortir. Le nom inscrit dessus n'était pas Victor. C'était Guillerme. Mon estomac s'est retourné. En creusant un peu plus, la police a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Guillerme avait bien existé, mais il était officiellement mort depuis 6 ans. Son corps n'avait jamais été retrouvé. À ce jour, je ne sais pas avec qui j'ai vécu pendant tout ce temps.
Je ne sais pas ce que j'ai vu cette nuit-là. Tout ce que je sais, c'est que parfois, en pleine nuit, j'ai l'impression d'entendre un murmure, tout près de mon oreille. Il ne s'appelait pas Victor. Je me souviens encore du jour où j'ai emménagé dans cet appartement. C'était un petit 3 pièces, un peu vieillot, avec des murs jaunis et un parquet qui grinçait à chaque pas. Rien de bien luxueux, mais c'était abordable, et surtout, c'était mon premier vrai chez moi après des années à partager des logements étudiants insalubres. Mon colocataire, Enrique, m'avait accueilli avec un sourire poli mais réservé. Il semblait être quelqu'un de discret, presque trop effacé, comme s'il cherchait à occuper le moins d'espace possible dans cet endroit. Dès mon arrivée, il m'avait aidé à porter mes cartons et m'avait brièvement expliqué le fonctionnement de l'appartement. La cuisine était petite mais fonctionnelle, la salle de bain devait être utilisée avec parcimonie à cause de la faible pression de l'eau. Et puis, il y avait cette porte. Une porte en bois sombre, juste à côté du salon, qui semblait en meilleur état que le reste du mobilier, comme si elle avait été changée récemment. Celle-là, elle doit toujours rester fermée, m'avait dit Enrique d'un ton neutre, en évitant mon regard. Pourquoi? Avais-je demandé sans réfléchir. Ne pose pas de questions. Ne l'ouvre jamais. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. J'avais ri nerveusement, croyant d'abord à une blague, mais il ne partageait pas mon amusement. Son expression était sérieuse, presque fatiguée, comme s'il avait déjà eu cette conversation auparavant et en connaissait l'issue. J'aurais dû insister, mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses yeux s'étaient brièvement attardés sur la porte avant qu'il ne détourne le regard, m'avait fait ravaler mes questions. Alors j'avais hoché la tête et décidé de ne pas insister. Après tout, chacun avait ses bizarreries, et tant que je pouvais vivre tranquillement ici, cela ne me dérangeait pas. Mais au fond de moi, cette porte commençait déjà à m'obséder. Les jours passaient, et malgré moi, mon regard revenait toujours vers cette porte. Elle semblait banale en apparence, mais plus je la voyais, plus elle me paraissait déplacée, comme si elle n'appartenait pas vraiment à cet appartement. Enrique l'évitait autant que possible. Il ne passait jamais à côté sans un bref coup d'œil, comme pour s'assurer qu'elle était bien fermée. Parfois, je l'entendais vérifier la serrure en pleine nuit, comme s'il craignait qu'elle s'ouvre d'elle-même. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre les bruits. Au début, ce n'était presque rien. Un craquement, un léger grattement, que j'attribuais au bois qui travaillait ou à un simple courant d'air. Mais, peu à peu, ces sons ont pris une autre dimension. Parfois, en pleine nuit, j'entendais comme un souffle, à peine perceptible, mais distinct, comme si quelqu'un, de l'autre côté, respirait lentement. Un soir, alors que je lisais sur le canapé, j'ai entendu un bruit plus fort, un mouvement, comme si quelque chose venait de frôler la porte depuis l'intérieur. J'ai sursauté, mon cœur battant à tout rompre. Enrique, il était dans la cuisine, en train de se préparer un café. Il s'est figé à ma voix, puis a simplement secoué la tête. Ignore-le. J'aurais aimé obéir, mais c'était impossible. Chaque nuit, je me couchais en me répétant que ce n'était rien, que j'imaginais des choses. Pourtant, l'idée que quelque chose ou quelqu'un se trouvait derrière cette porte ne me quittait plus. Et plus j'y pensais, plus l'envie d'en savoir plus devenait insupportable. Cette nuit-là, la curiosité a été plus forte que la peur. Il était tard, et Enrique dormait déjà dans sa chambre. J'étais allongé dans mon lit, les yeux fixés au plafond, incapable de trouver le sommeil. Chaque grincement du parquet, chaque souffle du vent contre les fenêtres me semblait amplifié dans le silence de l'appartement. Mais ce que j'attendais, ce que je redoutais, c'était autre chose. Et puis, le bruit est revenu. Un mouvement léger, presque imperceptible, venant de l'autre côté de la porte. Puis un grattement lent, comme si quelque chose effleurait le bois du bout des doigts. Je me suis redressé, mon cœur battant à tout rompre. Mon corps entier me criait de rester où j'étais, de faire semblant de ne rien entendre. Mais mon esprit était déjà ailleurs, happé par une obsession qui me consumait depuis mon arrivée. À pas feutrés, j'ai quitté ma chambre et me suis avancé dans le couloir. L'appartement était plongé dans l'obscurité, seulement éclairé par la faible lueur des lampadaires filtrant à travers les volets. Arrivé devant la porte, j'ai retenu mon souffle. Mon oreille collée contre le bois, j'ai écouté. Rien. Plus un bruit. C'était ridicule. Peut-être que j'étais en train de devenir paranoïaque à force de me laisser influencer par les avertissements d'Enrique. Et puis, avant même de réaliser ce que je faisais,
Je me suis penché pour regarder à travers le trou de la serrure. Au début, je n'ai vu que du noir. Un vide total, épais, comme si la pièce de l'autre côté était plongée dans une obscurité absolue. Mais à mesure que mes yeux s'habituaient, un détail m'est apparu. Un cercle, non, une pupille. Un œil, grand ouvert, me fixait en silence, si proche que j'aurais pu sentir son souffle s'il y en avait eu un. J'ai reculé brusquement, étouffant un cri, mon cœur battant si fort que j'en avais mal à la poitrine. Je n'étais pas seul. Quelque chose, ou quelqu'un, savait que j'étais là. Je me suis précipité vers la chambre de Enrique, mon souffle court, mes mains tremblantes. La porte était entr'ouverte, et je l'ai poussée brusquement pour entrer. Il était là, allongé sur son lit, ses yeux fixés sur le plafond, comme s'il attendait ma visite. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais les mots me sont restés coincés dans la gorge. Comment expliquer ce que je venais de voir sans paraître complètement folle? Mais le regard de Enrique, ce regard si calme, si détaché, me fit comprendre qu'il savait déjà ce qui se passait. Enrique, je viens de voir un œil, à travers la porte. Un œil, il me regardait. Qu'est-ce que c'est? Il ne bougea pas, ne dit rien pendant un instant. Puis il soupira profondément, un soupir lourd, comme s'il portait un fardeau bien plus lourd que ce qu'il voulait bien admettre. Je t'avais dit de ne pas regarder. Maintenant, il sait que tu existes. Sa voix était calme, presque apathique, mais ses mots m'ont frappé comme une claque. Je me suis figé. Le froid m'envahit en un instant, et mon esprit commença à faire des associations que je n'avais jamais osé faire auparavant. Il savait, mais qu'est-ce qu'il savait? Quelque chose de terrible, quelque chose d'invisible, mais bien réel. Que veux-tu dire par là? Qui sait que j'existe? Enrique tourna lentement la tête vers moi, son regard vide de toute émotion. Lui, il attendait. Depuis longtemps. Il ne se montre que quand tu as vu, quand tu l'as remarqué. Tu n'aurais jamais dû regarder. J'ai reculé d'un pas, mes jambes flageolant sous moi. Mon esprit était en ébullition, mais une part de moi refusait d'accepter ce qu'il disait. Pourtant, la peur qui m'envahissait, qui me paralysait, ne laissait plus de place à l'ignorance. Enrique n'était pas en train de plaisanter. Il n'avait jamais plaisanté avec ça. Et alors que je le regardais, un frisson glacial parcourut mon dos. Ce n'était pas une menace qu'il avait prononcée, c'était une simple vérité. Une vérité que j'aurais dû éviter à tout prix. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Chaque bruit, chaque souffle, chaque mouvement dans l'appartement me faisait sursauter. Mon esprit tournait en boucle, analysant les paroles de Enrique, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais au fond de moi, une certitude grandissait, quelque chose n'allait pas. Quelque chose de terrible se passait, et je n'avais fait que l'effleurer. À l'aube, j'étais épuisé, mais je n'osais pas fermer les yeux. Chaque fois que je commençais à m'endormir, l'image de cet œil, brillant dans l'obscurité, me revenait en tête. Je pouvais presque le voir à nouveau, me fixant, silencieux, observant chaque mouvement, chaque respiration. Vers midi, j'ai entendu un bruit étrange dans le couloir. Un bruit léger, comme des pas, très lents. Je me suis levé précipitamment, les mains moites. J'ai écouté, le cœur battant, mais tout était silencieux à nouveau. Pourtant, une présence lourde semblait emplir l'appartement, comme si l'air lui-même était devenu plus épais, plus oppressant. Je n'osais pas sortir de ma chambre. J'avais l'impression que la moindre tentative d'explorer l'appartement me conduirait à quelque chose d'inimaginable, quelque chose qui attendait juste derrière la porte. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'était le silence qui régnait désormais dans tout l'appartement. Puis, dans un éclair de lucidité, je me suis levé et j'ai marché lentement vers le couloir, mes jambes tremblantes sous mon propre poids. L'ombre de la porte interdite se profilait devant moi. Il me semblait que l'air autour de cette porte était plus lourd, plus dense, comme une force invisible pesant sur moi. Sans réfléchir, j'ai posé ma main sur la poignée. Elle était froide, bien plus froide que la température ambiante, comme si elle avait été laissée en dehors du temps. J'ai tourné la poignée. Le clic de la serrure résonna dans le silence, me faisant sursauter. La porte s'ouvrit lentement, dans un grincement insupportable, comme si la pièce derrière elle voulait garder son secret. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'était bien plus que ce à quoi je m'attendais. La pièce était noire, mais pas comme la pièce que j'avais imaginée. Ce n'était pas simplement l'obscurité d'un espace fermé. C'était un vide absolu, un abîme, comme si la pièce elle-même avait été engloutie par quelque chose de bien plus grand.
Et au centre de cette obscurité, une forme se dessina lentement. Ce n'était pas un humain, ni une silhouette définie. C'était une présence, un vide qui semblait absorber tout autour de lui, un souffle, une ombre mouvante. Et puis, j'ai entendu un chuchotement, une voix basse, presque inaudible, mais qui semblait me percer le crâne. Tu n'aurais pas dû regarder. Je n'ai pas pu bouger, ni crier. J'ai senti un froid glacial m'envahir, un froid qui gelait chaque parcelle de mon être. Je savais que quelque chose m'observait maintenant, qu'il m'avait repéré. Et cette voix, cette présence, elle n'allait jamais me laisser partir.